Relecture, une émission d'Hubert Juin, réalisée par Anne Lemaître. Aujourd'hui, les poètes fantaisistes, avec la participation de Bernard Delvaille, Louis Forestier, Michel Decaudain. Texte lu par Jean Martin, Pascal Mazzotti et Maxence Maillefort. D'une amitié passionnée, vous me parlez encore. Azur, aérien décor, montagne, Pyrénées. Où me trompa si tendrement cette ardente ingénue qui mentait, fût-ce toute nue, sans rougir seulement. Au lieu que toi, sublime enceinte, tu es couleur du temps, neige en mars, rose du printemps, août, sombre hyacinthe. L'immortel et l'œillet de mer qui pousse dans le sable, la pervenche trop périssable, ou ce fenouil amer qui craquait sous la dent des chèvres, ne vous en souvient-il, ni de la brise au sel subtil qui nous brûlait aux lèvres? J'ai vu le diable l'autre nuit, et dessous sa plure, il n'est pas aisé de conclure s'il faut dire elle ou lui. Sa gorge avait l'air sous la faille, de trembler de désir, tel, aux mains près de le saisir un bel oiseau défaille, tel, à la soif, d'Amblida bleu s'offre la pomme douce, ou bien l'orange sous la mousse, lorsque, tout bas, il pleut. « Oh !» dit Satan, et le silence frémissait à sa voix. « Ils ne tombent pas tous, tu vois, les fruits de la science. » À Londres, je connus Bella, princesse moins lointaine que son mari le capitaine, qui n'était jamais là. Et peut-être aimait-il la mangue, mais Bella, les Français, tels qu'on le parle, c'est assez pour qui ne prend que langue. Et la tienne vaut un talbin. Mais quoi, rester rebelle, Bella, quand te montre si belle le désordre du bain? C'était sur un chemin crayeux 3 chattes de Provence qui s'en allaient d'un pas qui danse, le soleil dans les yeux. Un enseigne au bord de la route, azur et jaune d'œuf, annonçait vin de Châteauneuf, tonnelle, casse-croûte. Et tandis que les suit 3 fois leur ombre violette, noire, passe tout sous la gloriette, toi tu t'en fous, tu bois. C'étaient 3 chattes de Provence, des oliviers poudreux, et le Mistral brûlant aux yeux dans un azur immense. La vie est plus vaine une image que l'ombre sur le mur. Pourtant, l'hiéroglyphe obscur qui trace ton passage m'enchante, et ton rire pareil au vif éclat des armes, et jusqu'à ces menteuses larmes qui miraient le soleil. Mourir non plus n'est ombre vaine. La nuit, quand tu as peur, n'écoute pas battre ton cœur. C'est une étrange peine. Les strophes que nous venons d'entendre sont de Paul-Jean Toulet. Et curieusement, cette émission n'est pas du tout consacrée à Paul-Jean Toulet, sinon très indirectement. Il s'agit en fait des poètes fantaisistes. Ce qu'on appelle ainsi, ce qu'on a pris coutume d'appeler ainsi, représente une pléiade, voire une constellation de poètes. Mais grâce à Michel Decaudain, qui vient de publier une anthologie des poètes fantaisistes chez Pierre Segers, nous voyons qu'il s'agit quand même d'un groupe beaucoup plus limité, en tout cas dans la définition que l'on pourrait donner au regard de l'histoire de la littérature, un groupe beaucoup plus limité dans lequel on peut mettre quelqu'un qui signait Claudien et dont le nom était Robert de la Vessière, Jean-Marc Bernard, Jean Pellerin, Léon Vérane, Francis Carco, Tristan de Rheims et Philippe Chabadex. Cela ne veut bien entendu pas dire que cette école des poètes fantaisistes d'abord soit réellement une école, ni d'autre part qu'elle soit absolument isolée dans l'histoire des lettres françaises. Et il y a d'une part
des antécédents, des exemples glorieux dans l'histoire de la poésie, et il y a aussi des héritiers. Mais là, nous y viendrons. Alors, je voudrais, premièrement, que Michel Descaudins, qui est responsable de cette entreprise, puisse au moins tenter de nous aider à cerner ce qu'il y avait de singulier ou de particulier dans ces poètes fantaisistes. Pourquoi ont-ils réclamé, car c'est eux qui réclament, Exactement. ce terme, pourquoi, comment et quand. Il est évident, je voudrais dire tout de suite, enfin si vous permettez, que Francis Carco, par exemple, a écrit quelque part que lorsqu'un jeune homme de province montait à Paris, alors lui, il venait de très loin, il venait de Nouméa, mais enfin, quand il disait quand même qu'un poète à l'époque de province montait à Paris, il avait dans son bagage les œuvres de Toulet et les œuvres de Jean de Tinan. Est-ce que ça suffit à les définir ? Peut-être, c'est-à-dire il se situe quand même là dans les environs 1900, et il est évident quand on regarde le destin des différents membres, ou en tout cas d'une partie de ce groupe de 5, une partie disparaît déjà dans ce qui est vraiment le tournant ou l'inauguration du XXe siècle, c'est-à-dire la guerre de 1914-1918. Michel Descaudins. C'est certain. Ces poètes jouent ce paradoxe d'être à la fois les poètes d'une évidente modernité et les poètes d'une modernité qui a très rapidement passé, finalement, en quelques années. Et je crois que vous avez raison en commençant de distinguer la fantaisie en poésie et le groupe des poètes fantaisistes. D'ailleurs, on pourrait le dire de tous les mots que nous employons en critique littéraire. Il y a une école réaliste, et puis il y a des réalistes partout, et je dirais presque surtout hors de l'école réaliste, etc. Et ici, de la même façon, il y a bien cette longue tradition de la fantaisie en poésie. Après tout, on pourrait presque dire que poésie est fantaisie, par définition, par nécessité, mais il y a tout de même, sans remonter au XVIe ou au XVIIe siècle, il y a tout de même dans la fin du XIXe siècle un certain nombre de nœuds qui se fixe peut-être autour de certains poèmes de Verlaine, autour de La Forgue, et d'une façon plus précise avec des gens comme Georges Fouret ou peut-être Tristan Klingsor aussi. Et on pourrait dire que ce qui définit un certain courant fantaisiste à cette époque, de la fin du 19e, du début du 20e siècle, ce pourrait être d'une part un jeu extrêmement raffiné sur le vers, sur tous les artifices du langage, avec d'ailleurs des nuances extrêmement diverses. C'est pas le jeu de Verlaine et celui de Georges Fouret sont extrêmement différents. Et d'une part donc cela, et d'autre part, eh bien une certaine façon de se mettre en distance, de porter, comme on le disait de La Forgue, son cœur en écharpe, mais de bien le montrer et d'en sourire avec quelques larmes. Je crois que ce sont ces deux éléments-là qui caractérisent la fantaisie de la fin du XIXe siècle. Je vous entends bien, Michel Descaudins, mais tout d'un coup, en vous écoutant, une idée me venait. Est-ce que tout d'un coup, au sortir du grand élan du XIXe siècle, n'est-ce pas, enfin, le progrès, puis ensuite l'effondrement à cause de la Commune, je pense tout simplement à un Victor Hugo qui, par exemple, éprouve le besoin de revenir à une forme de fantaisie, puisqu'il s'agit des chansons des rues et des bois. Lui aussi, il faudrait le nommer. Il faudrait le nommer, parce qu'à ce moment-là, il est quand même attaqué par Jules Vallès, par exemple. Alors, quelle horreur, la fantaisie en poésie, alors que le peuple meurt de faim. Enfin, bon, nous connaissons ce genre de rengaine. Et il y a ici, peut-être, mais nous y reviendrons, je pense, à ce qui a précédé. Ce que je voulais signaler, c'est que dans votre anthologie, Les poètes fantaisistes chez Segers, vous reproduisez en facsimilé le fameux petit cahier. Alors, ce petit cahier a été imprimé médiocrement, à 20 exemplaires, en 1911. Il contenait 4 poèmes de Francis Carco, Tristan de Rheims, Jean Pellerin, Léon Verrat.
Autrement dit, manquaient Toulet et Chabannex. Toulet pour une bonne raison, c'est que ces jeunes poètes que vous venez de nommer ne se sont pas encore tournés vers lui. Et Chabannex pour une autre raison, c'est qu'il est beaucoup trop jeune. Il sera le Benjamin du groupe. Et alors... Oui, vous disiez peut-être une école, peut-être pas. Effectivement, il y a là un rapprochement qui s'est fait par un hasard extraordinairement miraculeux. On serait tenté d'énumérer les si, pas si, les si ne pas même. Si Francis Carco, à la recherche d'une profession, n'avait pas passé quelques mois comme surveillant au lycée d'Agen. Si à ce lycée d'Agen, il n'y avait pas un autre surveillant qui était précisément Claudien, un peu plus vieux que lui. Si à ce lycée d'Agen, à la même époque, ne se trouvait pas en rhétorique un jeune garçon qui s'appelait alors Philippe Huc et qui bientôt prendra le pseudonyme de Tristan de Rheims. Si Francis Carco n'avait pas fait son service militaire à Grenoble et s'il n'avait pas rencontré là un autre soldat qui s'appelait Jean Pellerin, si ce Jean Pellerin n'avait pas été l'ami de Léon Vérane, eh bien, il n'y aurait pas eu d'école fantaisiste. Oui, mais s'il n'y avait pas eu non plus la crise des valeurs du symbolisme, Bien vous avez sûr. consacré votre thèse qui vient de reparaître chez Zlatkin, à ce mouvement qui est à la fois un mouvement de décomposition et de recomposition d'autres choses, ils auraient bien pu se rencontrer, mais c'était en vain. Voilà, effectivement, on pourrait dire que d'autre part, ce n'est plus par hasard qu'ils se soient retrouvés sur un certain nombre de points de sensibilité communs, qui sont justement ceux de la jeunesse des années 1909-1910. Jean-Marc Bernard. Remplis la coupe jusqu'au bord, bois. Et dans l'aube printanière, secoue et chasse la poussière de tes ennuis, de tes remords. L'oiseau du temps, jeune mortel, ne doit voler qu'un vol bien court. Et déjà, vois, avec le jour, l'oiseau du temps ouvre son aile. Je ne pourrai jamais apprendre d'où je vins avant d'être ici. Je ne saurai jamais aussi où bientôt je devrais me rendre. Oh, une coupe, par clémence, une coupe encore à remplir, pour noyer jusqu'au souvenir de cette horrible extravagance. Bernard Delvin. Oui, je crois que ce que Michel Descaudins vient de dire est extrêmement important parce que si on fait un peu de sociologie littéraire, quoi que ce soit un mot, une expression, et que je n'aime pas joindre ces deux mots, enfin, une expression que je n'aime pas, tous ces poètes, c'est la première fois, me semble-t-il, depuis très longtemps, depuis très très longtemps, parce que même les poètes du début du XVIIe, Saint-Amand, Ménard, Théophile, tout ça, Théophile, non, il était du Lot-et-Garonne, mais enfin tout de même était très parisien, c'est la première fois qu'une école littéraire est provinciale. Et entièrement provincial, y compris Toulet, qui, Toulet est né à Pau, il meurt à Guétary. Il passe quelques années à Paris, ça ne se passe pas très bien. Il y fait des excès de toutes sortes, il est obligé, malade, de rentrer au Béarn et il se marie sur la fin de sa vie à Guétary. Donc tous ces poètes sont des provinciaux. C'est tout à fait vrai. Et ils sont des provinciaux du sud de la Loire. C'est donc une école de poètes très méditerranéens. Chabannex est né à bord d'un bateau qui rentrait de Nouméa. Francis Carco est né lui-même à Nouméa. Léon Vérane est de Toulon. Laveissière est d'Aurillac. Tristan de Rheims est de Marmande. Carco, arrivé en France, fait ses études à Villefranche-de-Rouergue. Ce sont donc je ne dirais pas des Occitans, mais enfin presque des Occitans. Et c'est ce qui les rattache un petit peu, peut-être, à l'une des fins du symbolisme qui est l'école romane. Et je pense Vous faites allusion à Moréas. Je fais allusion à Moréas, et je pense que c'est Jean-Marc Bernard peut-être qui est le plus proche de Moréas, ne serait-ce que par la forme de son vers, qui est le vers le plus grec, le plus frappé, et par ses opinions politiques. Et par ses opinions politiques de Moréas, et aussi de Charles Maurras. Donc c'est une école provinciale et c'est une école du sud de la Loire. C'est une école méridionale. Et c'est assez exceptionnel dans la poésie française. J'en profite ici, parce que sinon je vais l'oublier, pour signaler que vient de paraître un ouvrage assez volumineux, d'ailleurs,
moi je n'ai que le premier volume, je pense que le deuxième tome va paraître incessamment, c'est celui de Daniel Aranjo. Le deuxième volume a paru. Il a paru. Oui. Bon, alors il y a 2 volumes donc. Il s'appelle simplement Paul-Jean Toulet, 1867-1920. Et il a paru effectivement encore régionalisation, si vous voulez, Bernard Delvaille à Pau, chez Marin-Pouet Jeanne. C'est un livre qui est en grande partie anthologique, ce qui n'est quand même pas mal, puisque les textes de Toulet sont quand même assez difficiles à trouver d'une façon ordinaire chez le libraire, même d'occasion, même chez les bons libraires. Et là, bien, on a les textes, on a une iconographie assez amusante et assez intéressante. Je réserve mon jugement en ce qui concerne la partie critique proprement dite. Forestier. Je suis très content de ce que vient de dire Bernard Delvaille, parce que j'ai été moi-même frappé à la lecture du livre de Michel Descaudins, outre par cette situation des poètes fantaisistes, et j'aurai peut-être tout à l'heure quelques remarques à faire sur, peut-être sur les raisons de, je ne dirais pas leur échec, mais le fait qu'ils soient restés volontairement parfois et parfois par force, un peu en marge de l'évolution de la poésie. On pourrait presque dire d'ailleurs que leur arrivée à Paris a tué l'école. Et si Carco subsiste et demeure, c'est justement parce qu'il devient romancier. Exactement. Et qu'il n'est plus poète, alors que les autres ne sont que des poètes. Et Carco est le plus parisien d'entre eux, enfin, grâce aux romans et grâce au succès de ses romans. Oui, et puis enfin, il faut quand même dire aussi que Carco, c'est quand même Nouméa, enfin c'est pas tout à fait votre sud-ouest, Bernard Delvaille, mais simplement, il devient un poète de Montmartre. Enfin, c'est le grand sud-ouest. Non, mais il devient un poète de Montmartre. Enfin, si vous Après, demandez... après avoir été le poète des jardins de Villefranche de Rouergue, le poète influencé par Henri Bataille, par Francis James, après avoir été un poète très provincialiste. Vous êtes chauvin. Vous êtes chauvin. Non, mais si l'on dit aujourd'hui à quelqu'un Francis Carco, on dira Montmartre. Je crois que j'ai coupé la parole à Non, pas du Louis tout, Forestier pas du tout, qui mais disait des choses intéressantes. Tout à fait ravi de cet échange parce que, je suis moi-même chauvin du sud de la Loire. Mais je crois que c'est tout à fait important qu'après des siècles finalement de littérature parisienne, arrive, par l'effet du hasard, comme vous l'avez dit Michel Descaudins, une autre équipe qui vraiment apporte, je dirais, l'innocence de la province et la fantaisie de la province. Louis Forestier, je vous coupe une seconde, parce que je veux bien, mais tout d'un coup, moi j'ai l'impression que vous trois en face de moi, en fait, beaucoup de régionalisme. Alors moi qui suis belge, enfin ça me choque un peu. Je suis plus jacobin en un certain sens que vous. Je veux dire ceci. Quand ces jeunes provinciaux montent à Paris, c'est vrai, ils trouvent quand même un Paris désert. Je veux dire que les grandes figures du temps sont ou mortes ou mourantes. Il y a donc là une place à occuper. Est-ce que cette école fantaisiste aurait pu exister rue de Rome? Si la rue de Rome avait persisté, elle n'est plus là. Victor Hugo meurt en 85, ça fait une sorte d'appel d'air de vide assez énorme. Ensuite, vous avez la disparition successive de beaucoup de gens. Et déjà, le symbolisme, alors là, ce n'est pas du régionalisme, mais enfin, le symbolisme est quand même peuplé d'étrangers. Viollet-Griffin, Stuart Merrill, des Bretons, comme Saint-Paul-Roux. Moréas. Moréas, qui est grec. Breton de Marseille, hein. Monsieur Roux. Mais non, Breton de Marseille, je vous le concède. Mais enfin, je veux dire que tout d'un coup, il ne me paraît pas, il ne me semble pas évident que les poètes fantaisistes puissent, enfin, ce groupe dont nous parlons, hein, il doit effectivement se définir par la venue ou la montée de provinciaux dans Paris. Et d'ailleurs, vous pouvez quand même lire des textes de Jean Pellerin, par exemple, des textes de Carco, qui sont dans cette anthologie et qui sont strictement parisiens, autant que peuvent l'être les textes de Jean de Tinan, par exemple. Oui. Mais je veux dire simplement qu'à ce moment-là, Paris est évacué. Évacué de grandes têtes, si on peut dire, ou les grandes têtes molles dont parlait l'Autriamont, ou au contraire les têtes glorieuses, je ne sais pas. Oui, Michel Descaudins. Je crois que, comme il arrive quelquefois, la vérité est au milieu.
Autrement dit, il est bien certain que ce mouvement est un mouvement provincial. Mais je n'irai pas aussi loin que Bernard Delvaille, parce que il y a tout de même depuis la fin du XIXe siècle un mouvement poétique provincial extrêmement important, au moins par le nombre, par la masse, et très médiocre par la qualité. Et je crois que l'originalité de ces jeunes poètes, c'est justement d'avoir, d'une part, été des provinciaux, mais d'autre part, n'avoir pas été des provinciaux traditionnalistes comme l'étaient la plupart de leurs contemporains, et par là même, d'avoir été branchés sur une sensibilité qui est la sensibilité parisienne. Alors, Paris vide, je ne crois pas tout de même. Il y avait Apollinaire, il y avait Salmon, il y avait etc. Mais il y avait Claudel, Gilles et Valéry. Enfin, l'un se taisait, l'autre était en Chine. Oui, Claudel était en Ils étaient Chine. là. C'était quand même Il sortait du berceau de la rue de Rome. Vous savez, les premiers textes de Claudel sont tirés à quelques exemplaires et sans signature. Oui, mais enfin, quand même, effectivement, peut-être parce qu'ils venaient de province, ils apportaient cette sensibilité avec plus d'exaspération, avec un frein critique, un frein parisien beaucoup plus amorti. Et peut-être ont-ils osé des choses que, nés dans le bercail des lettres parisiennes, ils n'auraient pas osé avec la même finesse. Francis Carco. Tes sourcils tracés au crayon, tes yeux que le col illumine, te donnent une étrange mine de mauvais ange et de souillon. Le bleu pur et le vermillon chantent ta grâce libertine. Tu souris et fais la mutine en relevant ton cotillon. Garde ton cœur, dit la romance, mais je raille et t'offre le mien. Quelle sera la récompense lorsqu'il ne restera plus rien à boire au fond de la boutique et qu'on renverra la pratique? Je voudrais quand même ici, pour les auditeurs surtout, que nous parvenions quand même à cerner les 7, disons, y compris Philippe Chabanex, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Je voudrais qu'on les cerne un peu parce que, bien, je vois par exemple, dans vos poètes fantaisistes, je ne conteste absolument pas qu'il y ait évidemment ce groupe. Mais je vois qu'un Francis Carco deviendra, que ce soit par le biais du roman, en tout cas je pense pour moi, avec les poèmes aussi, et ce qui est devenu chanson chez lui, Montmartre, n'est-ce pas, devient donc strictement parisien. D'autres sont labourés par la guerre de 14-18. Or, le manifeste inaugural, c'est-à-dire les 20 pages, les 20 exemplaires, du cahier inaugural, date de 1911. L'existence est quand même très brève. Vous avez quand même quelqu'un comme Tristan de Rème qui reste authentiquement provincial. Vous n'avez pas de tracé parisien chez Tristan de Rème. Alors je voudrais qu'on puisse un peu les cerner, dire un peu de chacun. Alors si vous voulez, Michel Descaudin, si vous les connaissez bien, puis je passerai la parole bien sûr à Bernard Delvaille qui les a beaucoup fréquentés, si vous nous parliez en 2 mots de Robert de la Bessière qui signait Claudia, qui est un des morts jeunes, n'est-ce pas? Il n'est pas mort tellement jeune. À la littérature. Mais en littérature, oui. Alors là, c'est vraiment le personnage le plus extraordinaire du groupe, qui est un peu marginal d'ailleurs. C'est un homme qui, Delvaille le disait tout à l'heure, est né à Aurillac, qui est né en 80. Il avait donc, vous le voyez, l'âge d'Apollinaire. Et qui, après un certain nombre de
d'années d'études plus ou moins fantaisistes à Bordeaux, s'est lancé dans la littérature. Et il ne figure pas dans le petit cahier. Il ne figure pas dans le petit cahier. On le connaît, on connaît assez mal sa vie jusqu'au moment où on le retrouve à Paris en 1911. Et alors là, c'est vraiment la vie de bohème avec Carco. La vie de bohème avec tout ce que l'on peut imaginer, activité nocturne, paradis artificiel, abus de l'absinthe, etc., etc. Et alors, je crois que ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'œuvre poétique de ce Claudien, puisqu'il signait Claudien ses poèmes, est extrêmement mince. Labyrinthe en 1925, Dérélicte quelques années plus tard, et dans les deux cas, des recueils qu'il n'a laissé publier que sur l'insistance de ses amis. On a vraiment là le cas étonnant de quelqu'un qui se désintéresse totalement de son œuvre. Et cependant, c'est une œuvre extraordinaire, car différente de celle de ses amis, puisque en grande partie faite de poèmes en prose. C'est ça, justement. Des poèmes en prose. Et des poèmes en prose oniriques, assez extraordinaires. Je n'aime pas beaucoup que l'on mette l'étiquette pré quelque chose, mais enfin là, il faut bien le dire, c'est véritablement pré-surréaliste. C'est à la limite entre la raison, la lucidité contrôlée et le délire du rêve. Et c'est quelque chose d'assez fantastique que cette œuvre, qui mériterait d'être bien connue. Oui, en lisant, parce que nous allons entendre deux textes de Robert de la Vessière, donc qui signait Claudien, et en tout cas pour le premier, qui est prose pour Giulia Belcredi, moi j'ai pensé à René Crevel. Ah, tout à fait. On pourrait faire des rapprochements. Il y a des rapprochements avec René Crevel. Quant à Anna Steele, évidemment, ça c'est une espèce d'exploration du bitume, on pourrait dire, mais très pathétique. Prose pour Giulia Belcredi. À ce bal où je rencontrai la Hondedei, elle portait une toilette de satin bleu qui moulait son grand corps d'italienne. Et sous mon regard qui, entre les splendeurs électriques, la créa, toutes les richesses du soleil et de la mer s'accumulèrent. Les feux, les pierres et les coquillages avaient livré leur âme pour la vie de sa chevelure, de ses yeux et de sa chair. Et d'être un pareil démon, elle élevait sa force et sa grâce accoudée en cette salle de fête. Je compris qu'elle ne parla point, car sa démarche exprimait seule sa musique. Sur le parquet brillant, elle vécut toute une nuit entre les groupes de masques et de gentilshommes, et les cristaux des lustres déversèrent sur ses épaules les inaccessibles lumières de toute une nuit. Au matin encore, elle était appuyée à la balustrade et je ne pus rêver près d'elle qu'aux courbes des golfes, aux richesses du soleil et de la mer, aux feux, aux pierres et aux coquillages. Anna Steele. Anna Steele, qui descendait la rue, traversa et suivit le trottoir. Moi, j'écoutais la cloche de la gare qui, d'un pylône noyé dans la clarté violette et bleue, sonnait, plus solennelle que celle de Walpurgis. Les coups étranges vibraient, un à un. J'attendais en vain qu'il arrivât quelque chose. Pour la passante, elle me frôla de son manteau, mais je ne savais rien d'elle, ni qu'elle s'appelât Anna Steele, et j'aperçus seulement son visage flétri et mauvais, un regard de prostituée ou de masseuse rongée par le vice, qui se détourna de moi aussitôt. Nous étions si loin, et d'autres ne languissaient-elles pas sous les réverbères, moins cruellement blessées, sans doute? Dans un parc de maisons et de rues, et de piliers historiés, de fontes, un parc lunaire cependant, mon Dieu.
les appels rauques des tramways, tels que le cri des paons sur les pelouses, les hommes muets et rapides, mille feux étoilés. Je n'avais plus d'oreilles que pour les harpes étranges de la nuit, de cette nuit électrique et douce. Elles aussi entendaient-elles? Et sur quel lit étendu, et dans la mort de quel silence s'abandonnerait-elle à la nuit? Or, de leur divinité, qu'aurais-je pu connaître? Ivre pour une vie de nos solitudes, je ne cherchais point Anna Steele parmi ses compagnes qui, autour de la gare terrestre et sous les diamants perdus du ciel, dispersaient secrètement le cœur de Perséphone. Qui pourra nous parler de Jean-Marc Bernard? Michel Descodins. Oh, si vous voulez. Alors, Jean-Marc Bernard, c'est un peu le marginal du groupe. Ils sont tous marginaux, puisque vous venez de dire que Robert de la Bessière est lui aussi un peu un marginal. Et Ben c'est oui. vrai, et c'est vrai que Jean-Marc Bernard n'est pas non plus dans le Mais petit non, cahier. il n'est pas non plus dans le 1911. petit cahier. Vous voyez, c'est vous qui faites de la provocation, Oui. en commençant par eux. Oui, alors Jean-Marc Bernard, c'est quelqu'un qui a une assez longue carrière et qui s'est cherché pendant longtemps. C'est très curieux quand on regarde les œuvres qu'il a commencé à publier en 1903 ou 1904, si je ne me trompe, jusqu'au moment où il sympathise avec le groupe fantaisiste. Eh bien, on le voit passer par les admirations les plus diverses, et y compris Jules Romain, et il trouve... Ah oui, il était parmi les unanimistes. Mais enfin, oui, ou il a sympathisants. touché, il a sympathisé avec l'unanimisme et il trouve finalement son équilibre. D'une part, lorsque, pour des raisons de santé, il doit se retirer en province, alors là... nous nous y retrouvons, et où, d'autre part, il découvre les thèses nationalistes de Maurras. Et il embouchera la trompette du néoclassicisme, c'est-à-dire de la transposition dans le domaine littérature du maurassisme politique. Ça signifie quoi aux environs de 1910? Eh bien, ça signifie le refus du romantisme, parce qu'on aurait d'un trait de plume le 19e siècle, et le recours aux valeurs classiques. Il aura une revue qu'il appelle Les Guêpes et qui publiera un numéro spécial en l'honneur de Boileau. Alors, Il a repris l'héritage d'Alphonse Karr. Oui, par le titre. Mais en 1911, car ce numéro de 1911, en 1911, faire l'éloge de Boileau dans une jeune revue, c'est évidemment à la fois très provocateur et très réactionnaire. Alors donc, c'est pourquoi je dis que Jean-Marc Bernard est un peu marginal. Il apporte, si vous voulez, l'élément de flanc qui, sur le côté de l'école fantaisiste, glisse vers le néoclassicisme, vers ce Moréas dont vous parliez tout à l'heure, de la même façon qu'il y aura aussi un flanc gauche qui s'orientera du côté d'Apollinaire et du côté de l'avant-garde. Et nos cidamus amori. Sur les collines de l'Ardèche, l'aube, demi-nue, a frémi. Je me souviens d'une aube fraîche sur Paris à peine endormi. Nous allions nombreux dans cette aube. Tour à tour, l'un de nous parlait. Je me souviens de votre robe quand votre hanche me frôlait. Je me souviens de votre chambre aux rideaux baissés que le jour traversait de poussière d'ambre. J'entends les oiseaux dans la cour. Ah, je me souviens des caresses de vos bras souples et musclés.
de votre front, parmi les tresses de vos beaux cheveux écroulés. Je me souviens de l'aube fraîche. Mais à quoi bon, puisque devant les monts paisibles de l'Ardèche, je suis seul, au soleil levant. C'est la même clarté sur les champs aujourd'hui. C'est la même détresse en ma chair solitaire. Et dans l'azur aussi limpide, c'est le bruit que font en s'élevant les voix de cette terre. Pourquoi me suis-je ainsi nourri de ma douleur? Je ne sais plus goûter le printemps adorable, car si tout est pareil, seul a vieilli mon cœur. Oh, ce dégoût de vivre encore qui m'accable. C'est le calme des dimanches, jardin, sous tes marronniers. Voici sauter dans les branches les moineaux et les verdiers. De ce coin de la terrasse où triste tu viens t'asseoir, vois-en un, d'une aile lasse, qui s'élève dans le soir. Mais bientôt le ciel l'enivre, il monte d'un vol plus sûr, et tu ne peux plus le suivre dans le vide de l'azur. Ah, pauvre insensé qui pleure, puisse-t-il te rappeler qu'il ne faut que bien peu d'heures à l'amour pour s'envoler? Jean-Marc Bernard. Nous n'avons pas, je pense, nous reviendrons sur certains visages. Enfin, Francis Carco, on connaît, Tristan de Rème, on connaît. Philippe Chabannex, vraiment beaucoup d'auditeurs ont entendu parler. Beaucoup, peut-être, ont eu l'occasion de fréquenter ces librairies, puisqu'il en avait eu deux, enfin la même, mais en deux endroits différents de Paris. Tout ça est bien connu, mais il y a un autre visage qui m'intéresse beaucoup, et alors Bernard Delvaille, en arrivant, montrait une sensibilité à ce personnage, c'est Jean Pellerin. Oui, une sensibilité à Jean Pellerin, mais je voudrais dire une autre chose à propos de Jean-Marc Bernard, justement, et de ce rapprochement avec Moréas et avec l'école romane. C'est qu'il y a aussi chez Moréas, dans les stances, il y a chez certains poètes de l'école romane, et je pense peut-être à mes yeux le plus important d'entre eux parce que le plus tragique, et celui qui me fascine le plus et que je considère comme un très très grand poète, c'est Maurice Duplessis. Il y a chez eux un goût de l'ironie, un goût du « je ris pour ne pas pleurer », du « je ris en larmes ». Il y a un peu ça dans l'école romane, malgré son artifice grec helléniste, enfin et hellénique, n'est-ce pas? Il y a chez eux des larmes qui se cachent. Et ce sont des Tristan. Non, mais ce sont des Tristan Corbière qui rêveraient à l'Acropole. Oui, c'est ça, un petit peu. Et ils sont très proches à cause de ça. Et la deuxième chose que je voudrais dire, Hubert Juin, c'est quand vous disiez que Tristan de Rème, qu'il n'y avait pas de tracé parisien de Rème. Si, il y a un tracé parisien de Rème qui habitait Passy. Il y avait d'ailleurs à un moment, rue de la Pompe, une librairie qui s'appelait La Verdure Dorée, du nom de son principal recueil de poèmes où il avait rassemblé tous ses poèmes. Qui est très beau d'ailleurs, oui, qui avait paru chez Émile Paul. Et il y avait chez De Rème, je dirais, toute proportion gardée quand même, un côté fargue, un côté taxi parisien nocturne. Il y avait un peu ça chez De Rème. Oui. Et c'est en 1900, juste à la guerre, en 40, qu'il se retire à Oloron-Sainte-Marie, dans sa famille, où il meurt en 1941. Il y a du parisianisme chez De Rème, mais c'est un parisianisme de bonne aloi et non pas de superficiel. Et chez Jean Pellerin aussi, alors en effet, il y a ce parisianisme. Je connais assez mal finalement l'œuvre de Pellerin, sinon que La Romance du Retour et Le Bouquet Inutile sont parmi les livres importants de cette école. Jean Pellerin, lui, était originaire de l'Isère, de Pontcharrat. Et il y a dans toute son œuvre un côté parisien, mais qui est plus proche de Carco, et je dirais presque plus proche aussi de De Rème, et presque de... Je vais citer un nom, le nom d'un romancier qui va peut-être paraître un peu déplacé, je dirais de l'Eugène Dabitte d'Hôtel du Exactement. Nord. Il y a un côté, j'aurais pu me faire fabricant d'élégies à l'heure triste où l'on crie Paris soir. Oui, alors, il parle du quai de Gemap. Il y a un côté Canal Saint-Martin chez Pellerin. Oui, d'ailleurs... Il y a un côté rempailleur de chaises. Non, d'ailleurs, je propose tout de suite que l'on écoute des textes de Jean Pellerin que je préfère grouper, d'ailleurs. Et ils sont connus parce que certains ont été même chantés.
Et vous avez raison de dire que c'est du carco. Mais alors, c'est du carco beaucoup plus grinçant que carco. C'est un carco beaucoup plus agressif. Si on peut dire que ces poèmes grincent, enfin, tout est relatif. Tout est relatif. Non, mais non, je veux dire grinçant dans le contenu. Oui. C'est-à-dire il y a une agressivité chez Pellerin qui s'oppose quand même à la douceur un peu romantique C'est vrai. qui est chez Carco. Il se retient davantage que Carco. Il est plus retenu. Oui, mais je n'ai pas cité pour rien, à propos de vos comparaisons, Tristan Corbière. Oui. Enfin, il y a chez Pellerin, je pense, enfin, au premier, d'ailleurs, des poèmes que nous allons entendre, qui est La grosse dame chante. Enfin, c'est quand même une espèce de portrait de salon assez, disons même, assez insoutenable, comme critique d'une pratique sociale que l'on imagine fort bien. En plus, je voudrais que nos auditeurs prêtent une certaine attention à ces 3 poèmes de Jean Pellerin, dans la mesure même où il me semble, moi, non pas qu'il y ait là des contrepétries, mais il y a, malgré tout, une tentative de double sens, n'est-ce pas ? Et alors, le double sens est assez, risquons le mot, croquignolé. Manger le pianiste, entrer dans le pléiel. Que va faire la dame énorme? L'on murmure. Alors racle sa gorge et bombe son armure. La dame va chanter, un œil fixant le ciel. L'autre suit le papier, secours artificiel. Elle chante. Mais quoi? Le printemps, la ramure, sans cœur d'incomprise de femme trop mûre. Qu'importe, c'est très beau, oh très long, substantiel. La note de la fin monte, s'assied, s'impose. Le buffet se prépare aux assauts de la pause. Après le concerto. Mais oui, 2 clavecins. Des applaudissements à la dame bien sage. Et l'on n'entendra pas le bruit que font les seins clapotant dans la vasque immense du corsage. À Francis Carco. Prends ta pipe que vais, précieuse, la crasse des bons tabacs anglais, et, fumant, nous irons nous asseoir sur le banc où peinent les cirons au forage du bois. Sur notre double trace, 2 filles dont nos vers ont reflété la grâce viennent. Pour célébrer leurs seins et leurs bras ronds, il nous faudrait, patients, nos mains serrant nos fronts, chercher la métaphore, et ce pour chat nous lasse. Mais le désir nous tient, chaque soir plus brutal, de caresser accru leurs cuisses sur l'étal de nos cuisses que le banc trop dur exagère. Elles s'esquiveront. Très cher, vos valets. Et nous demeurerons à la chanson légère de ta pipe juteuse au doux tabac anglais. La nuit d'avril. Je ne me suis pas fait la tête de Musset. Je tartine des vers, je prépare un essai. J'ai le quart d'un roman à sécher dans l'armoire. Mais que sont vos baisers, ô filles de mémoire, vous entendre dicter des mots après des mots. Triste jeu. Le loisir d'été sous les ormeaux, une écharpe du soir qui se lève et qui glisse. Des couplets sur ce bon monsieur de la palisse que répète un enfant dans le jardin couvert. Ce crépuscule rouge, et puis jaune, et puis vert. Une femme passant le pont de la Concorde. Le râle d'un archet pâmé sur une corde. La danse, la chanson avec la danse. Un son de flûte sur la danse entraînant la chanson. Ce geste d'une femme et celui d'une branche.
Ah, 20 mots, pauvres mots en habit du dimanche. Oh, vivre tout cela, le vivre et l'épuiser. Muse, reprends mon luth et garde ton baiser. Bien, maintenant que nous avons fait un peu le tour de ces auteurs, en réservant, bien sûr, moi je voudrais quand même savoir s'il peut exister par rapport, et je vais demander l'avis de Louis Forestier, par rapport au fait que ces jeunes poètes, dont peu nombreux, qui composent stricto sensu l'école fantaisiste, ont élaboré quelque chose qui pourrait éventuellement ressembler à un art poétique. Est-ce qu'il y a une écriture, au sens vraiment de la poétique la plus appliquée, qui leur soit propre? Votre avis, Louis Forestier? Oui, je crois qu'il y a une écriture fantaisiste, et Michel Descoings ne me démentira sans doute pas, puisqu'il le montre très bien dans l'introduction de son livre. Je dirais qu'il y a peut-être deux écritures fantaisistes, et là je remonte un petit peu dans notre conversation. Nous cherchions des antécédents, ou nous cherchions tout à l'heure une filiation à ces poètes fantaisistes. Je me demande si la vraie filiation, lorsqu'ils arrivent à Paris et lorsqu'ils trouvent, comme vous le disiez, un Paris qui n'est pas complètement vide ni dévasté littérairement, mais qui tout de même leur donne l'impression d'être un peu abandonné. Qui est en état de manque. Voilà. Si la vraie filiation n'est pas à chercher du côté de la peinture. Ça, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Alors, je ne réponds pas directement à la question que vous m'avez posée, mais si. Je crois quand même, oui, parce que un grand aspect, une grande partie de leur technique d'écriture est, je crois, une technique impressionniste. La petite chose, la chose vue. Et lorsque nous parlions tout à l'heure, et que Bernard Delvaille parlait de ces flâneurs de Paris, de ces Parisiens, ce sont des Parisiens impressionnistes, prêts à accueillir le moment, la couleur, le Paris particulier. Mais tout à fait. Oui. Alors, vous me permettez d'aller dépasser avec un peu. plaisir. C'est une proposition que je fais. Avec vous plaisir. me répondrez. Je pense que parmi les grands ancêtres, là, nous avons oublié alors quelqu'un qui se situe dans la droite ligne de ce que vous venez de définir. Ancêtre, je dis bien, c'est Jules Laforgue. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe avec Jules Laforgue? Enfin, à mon avis, c'est que Jules Laforgue, tout d'un coup, élabore une poésie qui élimine les images. Exactement comme la peinture impressionniste. Et ce n'est pas pour rien que Jules Laforgue est un ami de Fénéon et d'autres amateurs et collectionneurs ou des défenseurs de l'impressionnisme, traite les mots comme des masses de couleurs et élimine l'image. Alors on sait très bien, ça me revient à la mémoire, j'ai oublié la date, mais Michel Descoings connaît ça par cœur, il va le dire tout de suite, c'est le moment où des jeunes gens parcourent Paris avec en tête Max Jacob et disent « À bas Laforgue, vive Rimbaud ». Oui, on rapporte ça, je crois que c'est Salmon qui raconte ça, ici tu sais, vers 1903. Moi j'en ai toujours douté, mais enfin... Non mais c'est très significatif. C'est significatif, oui. C'est significatif comme les anecdotes, dont on ne sait pas d'où elles viennent, mais qui ont un sens. Alors poursuivons sur cette poétique. Je crois donc qu'il y a un premier point qui est cette parenté avec la peinture, et je crois que les fantaisistes ont cherché dans leurs vers à reproduire certains effets picturaux. Et puis, il y a dans l'écriture fantaisiste d'abord une révérence à la tradition, finalement, aux vers classiques. Ah oui. C'est par là qu'ils rejoignent l'école romane, c'est par là qu'ils rejoignent des gens comme Duplessis, dont vous parliez. Toute une tradition du vers français, n'est-ce pas? Le vers est quelque chose qu'il faut respecter, on le respecte. Mais le vers est aussi quelque chose dont on peut tirer un très grand parti. Et tout en le respectant, on peut jouer, comme Michel Descoings l'a très bien montré, du poème court. Oui, mais est-ce que ce poème court n'est pas aussi « prends l'éloquence et tords-lui le cou »
C'est-à-dire, est-ce que finalement, il n'y a pas chez les poètes fantaisistes un usage des concetti? Nous abordons déjà une autre partie de notre discussion, et c'est peut-être la succession ou la postérité de l'école fantaisiste. Non, mais c'est possible. Chez eux, c'est... Cette façon de pirouette. C'est en effet ce qu'on trouve, par exemple, lorsqu'ils envoient des quatrains au déjeuner auquel ils sont conviés, ou lorsque... Mais même leurs poèmes, tout d'un coup, ils le font tourner court pour terminer sur une sorte de ricanement. Une préciosité. Oui, alors de blessure, parce que je ne voudrais pas non plus, je pense que tout le monde ici, vous trois, en tout cas, vous accorderez avec moi, ne faudrait pas donner par poète fantaisiste aux auditeurs l'idée que ce sont des poètes amusants. Alors je crois que vous avez tout à fait raison et qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas dit, c'est qu'il faut absolument lever l'hypothèque qui pèse sur ce mot de fantaisiste. L'école fantaisiste est finalement la plus sérieuse qui soit. Bernard Delvaille a parlé d'ironie, Michel Descaudins rappelle très bien tout ce qu'il y a de douloureux dans ce sourire que les poètes fantaisistes font apparaître, et toutes ces recherches, en effet, sont des recherches très sérieuses. Les quatrains qui alternent les rimes et qui alternent les rythmes sont des recherches qui, par le déséquilibre et l'effet de surprise qu'ils apportent, oblige le lecteur tout d'un coup à s'interroger sur ce qui ne pourrait être qu'un concetti ou qu'un concetto, comme vous voudrez, ainsi que vous l'avez dit. Je crois que le poète fantaisiste, sous sa fantaisie, nous oblige à faire l'effort d'aller vers le plus sérieux qui est derrière. Mais c'est le Pierrot lunaire de la forgue. Mais c'est la forgue, c'est pourquoi nous parlons de la forgue. Francis Carco, Bohème, à Maurice-Utrillo. La rue avec ses maisons blêmes, ses débits, ses trottoirs luisants et ses hasards, toujours les mêmes. Nous savons trop pourquoi il l'aime depuis le temps de sa bohème d'un cœur qui muse et va gueusant. L'aigre bise au soir de misère, Montmartre. L'hiver, le printemps, fleurs mâchonnées entre les dents des gigolettes de 15 ans et des marlous au cœur de pierre qui le guettaient en complotant. Sous le métro de la Chapelle, près des garnis à 25 sous, c'est toujours lui, cet homme soûl, qui bat les murs et qui appelle on ne sait qui, d'on ne sait où. Son étoile était de la fête. Il la voyait dans le ruisseau trembler comme un regard de bête battu et portant bas la tête sous les coups qui tombent d'en haut, sans se douter que c'était cette pauvre étoile dans le ruisseau qui le suivait, comme un poète. Une nuit, il la ramassa, et, l'essuyant contre sa manche, s'aperçut bien qu'elle était blanche, mais ne brillait pas tant que ça. Michel Descaudins. Oui, je crois que vous avez raison d'insister là-dessus, et sur l'extraordinaire ouverture du compas, n'est-ce pas? Car ce sont des poètes qui peuvent écrire, enfin, avouons-le, des vers dignes de l'Almanach Vermo, d'une part, et d'autre part, atteindre, vous parliez de concetti, mais atteindre dans la brièveté à une densité émotionnelle extraordinaire. Enfin, à quelques pages de distance dans Toulet, n'est-ce pas, nous trouvons une épigramme telle que Isadora Dunga danse, foutons le camp.
Et puis, 4 vers comme ceci. Le sable où nos Alors, pas... je vous arrête tout de suite parce que c'est un poème que nous allons entendre. Ah, pardon. Alors, je ne vais pas le dire, mais enfin, il y a un admirable poème où, en 4 vers, c'est toute l'éternité qui passe. Le voici. Le sable où nos pas ont crié l'or ni la gloire, qu'importe, et de l'hiver le funèbre décor. Mais que l'amour demeure et me sourit encore comme une rose rouge à travers l'ombre noire. Boy, une pipe encore. Doucement soit l'aubaine, et l'or aérien où s'étouffent les pas du sommeil. Mais non, reste, oh boy, n'entends-tu pas le Dieu muet qui heurte à la porte d'ébène? Invisible regard qu'on sait qui nous verront, fumée où se dérobe une présence abstraite, les flambeaux ont noirci. Quel mystère s'apprête, qui met une sueur d'épouvante à mon front? On dirait une main qui chiffonne un linceul. Qui donc vient de parler tout bas? Serais-je seul? Toi dont pendent les fleurs au rivage de Loire, jardin harmonieux que je hais la forêt noire et verte, et des bois où le faune apparaît, l'épouvante cachée à l'ombre de leur gloire. C'est dimanche aujourd'hui. L'air est couleur du miel. Le rire d'un enfant perce la cour aride. On dirait un glaïeul élancé vers le ciel. Un orgue au loin se tait. L'heure est plate et sans ride. Si vivre est un devoir, quand je l'aurai bâclé, que mon linceul au moins me serve de mystère. Il faut savoir mourir, Faustine, et puis se taire. Mourir comme Gilbert en avalant sa clé. Michel Descodins, je vous rends la parole, maintenant que nous avons entendu ce poème. Eh bien oui, moi je trouve que nous atteignons là à un véritable sommet, n'est-ce pas, si l'expression de goutte de poésie qu'on a quelquefois employée a un sens, eh bien c'est pour des textes comme celui-là. Et c'est peut-être à cause de cette ouverture que j'aime les poètes fantaisistes. C'est parce que avec cette espèce de rigueur un peu corsetée qui est la leur, eh bien ils sont capables de tous les jeux et en même temps de tous les aveux les plus profonds de l'émotion. Oui, mais alors, si vous voulez, moi, autre chose me frappe, puisque nous devons quand même aller assez vite, et toucher quelques-uns des thèmes pour inciter nos auditeurs à se pencher, et je pense se pencher avec sympathie sur les poètes fantaisistes tels que vous nous les restituez, c'est qu'il y a quand même une rupture magistrale, je dirais, avec le romantisme. Je parle sur les thèmes, avec le romantisme, avec le symbolisme et avec le Parnasse aussi. Et je pense que le lieu de ces trois ruptures, je ne parle plus ici de formalisme, n'est-ce pas, d'écriture, mais cette rupture thématique, de thème, se situe dans l'image de la femme. Tristan de Rennes. Nous attendions des héroïnes qui dormissent sous des troènes ou tendissent sur des terrasses des lys verts et des branches rousses, et nous aurions chanté leurs lèvres avec leur fièvre dans nos livres, afin, défuntes nos jeunesses, postérité, que tu connusses les traits, les tresses, les détresses atroces de ces Béatrices. Où sont-elles, ces grandes âmes? Où sont-elles? Tu le présumes? Elles sont dans l'azur étrange où le rêve des hommes plonge et déroule dans les délices et parmi les musiques lasses la semaine des 3 dimanches, comme les feuilles dont tu jonches le graphier bleu sous les platanes, automne aux roses incertaines.
L'espoir s'abolit des triomphes que nous rêvâmes sur ces nymphes. Mais celles que nous rencontrâmes et qui fleurirent notre irème prononcèrent des mots sublimes pour dénouer les grands problèmes. Elles eurent la voix des flûtes pour discourir de leurs voilettes et prirent des pauses lointaines pour disserter de leurs bottines. La passion, nous la connûmes en voyant le fond de nos âmes. Les leurs étaient pleines de brume, mais de ces belles, nous apprîmes, avec la ruse des sourires, le prix des gants et des fourrures. En vain nous battions les cymbales en les chantant. Et pour ces belles qui dédaignaient les orthographes, pourquoi composions-nous des strophes? Elles n'ouvraient point nos plaquettes aux dédicaces délicates, bien qu'elles fussent plutôt minces. Et si nous leur lisions des stances, elles disaient des phrases vagues en songeant à des catalogues. Nouveautés, dentelles, réclames de blanc à tous les rayons, plumes, blouses, manchons, serviettes, jupes. Oh, laissez-nous bourrer nos pipes. Car c'est vous, écho de la mode, qui faites pâlir l'Iliade et qu'on préfère à l'Énéide comme au discours de la méthode. Ami, pourquoi cette colère et ces grincements de ta lyre? Je t'écoute, muse, qui parle de tubéreuses et de perles, et conseille que je profite du monde comme d'une fête. Que t'importent toutes ces choses? Puisque les lèvres que tu baises frémissent et serrent tes lèvres, qu'elles n'épellent point les livres qui vivent aux bibliothèques et ne sourient à tes itaques. Que t'importe si, dans ton rêve, tu sais voguer vers une rive, branches molles, lentes collines, où des oiseaux couleur de lune, dans une rouge odeur d'automne, chantent au bord d'une fontaine? Et si, lorsque tu t'en retournes, loin de tomber aux heures ternes, après la mort du sortilège, tu trouves, près de ton visage, un visage qui te sourit et prolonge ta rêverie? Bernard Delval. Je voudrais faire une toute petite parenthèse. Il y a une rupture avec les grands romantiques, avec les grands symbolistes et avec les grands parnassiens, mais pas avec les petits romantiques, ni avec les petits symbolistes, ni avec les petits parnassiens. Non, non. Là, il n'y a pas de rupture, il y a au contraire une tradition avec une certaine marginalité des grandes écoles. Oui, d'accord, mais je prenais sur le plan des thèmes. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que tout d'un coup, vis-à-vis de cette énorme glorification de la femme, par exemple, qui a été le fait des grands romantiques, je vous l'accorde, des grands symbolistes, je vous l'accorde, et des grands parnassiens, on trouve tout d'un coup, mais la femme, c'est-à-dire la femme du boulevard, la femme du bar parisien. Mais la femme dont parlait Louis Forestier, c'est-à-dire Oui. la femme du bar des Folies Bergères, et la femme de Lautrec, la femme de Renoir, la femme des impressionnistes. Et on se retrouve n'est-ce à pas? Paris. Et on se retrouve évidemment à retrouve à Paris. Paris, oui. Mais est-ce que ceci... Parce que, bon, nous avons beau juger, nous, en 1982, comme cela, en disant, bon, effectivement, ils ont rompu avec ces grands thèmes. Mais est-ce qu'on rompt aussi aisément avec les grands thèmes lorsqu'on vit dedans? Est-ce qu'il ne se produit pas au niveau de la sensibilité aussi une sorte de révolution qui s'effectue par le biais de ces poètes fantaisistes, et j'accorde à Bernard Delval, qui ne sont pas les seuls, qui ont des prédécesseurs, bien entendu, nous l'avons dit. Mais est-ce que tout d'un coup, ce n'est pas quelque chose de très audacieux, peut-être quelque chose de très difficile à assumer, et qui est justement de dire, mais la femme, c'est pas ça du tout.
C'est pas ce que racontait le père Hugo, c'est pas ce que racontait le père Gautier, c'est pas ce que racontait le père Mallarmé, c'est pas ce que racontait le père Lecomte de Lille. Oui, oui, bien sûr. Et je crois d'ailleurs que, au-delà de ce thème de la femme, que ce soit cette crainte d'être dupe, hein, cette volonté de ne pas s'en laisser à croire, c'est ce par quoi ils sont peut-être le plus proches de nous. Il me semble que ces poètes fantaisistes qui se voulaient finalement tellement détachés des illusions contemporaines sont peut-être dans notre XXe siècle ceux qui ont les premiers senti cette attitude que l'on trouvera constamment, alors que sur le plan sociologique, la guerre de 1914 introduira dans la pensée collective, n'est-ce pas, qui est symbolisée, si vous voulez, pour nous par le canard enchaîné, cette volonté de ne pas se laisser faire. Hein. Attention, on nous raconte des blagues. Au fond, n'est-ce pas, on pourrait presque dire que toute la littérature du XIXe siècle est marquée, bien au contraire, par le « oh, fais-moi peur » ou « oh, donne-moi de la passion ». Ou « fais-moi croire ». Fais-moi croire, tout ce que vous voulez. Et y compris le « étonne-moi » de Diaghilev et de Cocteau. C'est toujours le même jeu. « Fais-moi peur » ou « étonne-moi ». Et ces fantaisistes arrivent et disent « attention, non, ne nous laissons pas faire. Hein. Ne nous laissons pas faire. Et même si j'ai peur, même si j'aime, même si, etc., eh bien, prenons notre petite distance. Hein. Garçon, comme dit de Rême, donnez-moi du fiel dans un grand verre. Alors écoutons un poème de Tristan de Rême. Épître béarnaise. Du Béarn où je vous écris, où les Troènes sont fleuries, loin de Paris, vous dirai-je quelques nouvelles. Nul tigre ne miaule au chemin vicinaux, le tonnelier voisin tape sur ses tonneaux, et nous jouons au domino en écoutant les tourterelles. Elles recoulent vers l'azur. 3 lézards dorment sur le mur, et les 2 veaux têtent la vache. Le sureau se balance, et l'herbe des pampas lève au soleil son blanc panache, à côté des bleus catalpas. Le jour succède à la journée, la nuit est toute illuminée, ce n'est qu'astres et vers luisants, et je sens que ma destinée, enfin, s'épanouit au charme paysan. Qu'ai-je à faire de votre ville et de la Seine au quai fameux? Dans ce calme, les gens ont l'âme plus tranquille, ils sourient et je fais comme eux. Ils n'ont souci de nos histoires, ni des vers que nous publions. Ils ont du pain dans leurs armoires et des prés emplis de grillons. On n'en voit aucun qui s'enivre à tourner les pages d'un livre. Mais ils décrochent un jambon. Le gros pain jaillit de sa toile. Tomates et piments fredonnent dans la poêle. Vous jugeriez que c'est fort bon. C'est d'une mâle gourmandise. Et je n'attends pas qu'on me dise que pour nous, dont le sort se lie à l'encrier, cela n'est point toute la vie. Je ne méprise pas le songe du laurier, mais ces gens-là, je les envie. Qui ne satisferait son rêve et sa raison à vivre son destin dans la même maison, à revoir tous les ans fleurir les mêmes roses, à voir verdir les blés et les grappes jaunir, et le cœur appuyé sur la bonté des choses, à glisser sans douleur vers un même avenir? Je sais, cela n'est point ce que rêvent les hommes. Je ne veux, disent-ils, être un pauvre animal. Le repos leur déplaît, la paix leur fait du mal. Pourtant, meurent-ils moins que l'autre sous ses pommes, et ne sont-ils aussi vaincus lorsque l'heure leur dit de laisser leur couronne ou le coffre de fer qu'ils ont empli d'écus? Belle leçon que je vous donne. Elle n'est pas très neuve, elle traîne en tout lieu, elle nous fait lever la tête vers les cieux. Je la crois encore assez bonne. Avant de venir à cette émission, enfin exactement hier, je rangeais un rayon de ma bibliothèque et j'y découvrais, parce que j'avais oublié que j'avais ça, j'avais acheté en Roumanie, c'était une édition originale d'un recueil de poèmes d'Odillon Jean Perrier, un poète que j'aime bien, qui s'appelle Le Promeneur. Il est apparu dans une œuvre, un portrait chez Gallimard. Ce sont des poèmes de 1924-1925, et comme je préparais, ou je venais de préparer cette émission sur les poètes fantaisistes, et cher Michel Descaudins, de lire donc avec attention votre anthologie, je n'ai pas eu l'impression de changer de monde. Certainement. Certainement. Vous me permettez d'ailleurs de justifier ici le contenu de cette anthologie qui veut être une anthologie de ceux
qui se sont dits fantaisistes, qui ont exprimé les uns par rapport aux autres un jeu d'affinités tel que, s'ils ne formaient pas exactement une école, ils formaient au moins une phalange, un groupe. Mais il y a une espèce de, comment dire, d'explosion, de développement de la fantaisie au-delà des poètes fantaisistes proprement dit, et c'est caractéristique dès 1913, au moment où Carco lui-même, d'ailleurs, c'est assez curieux ça, Carco lui-même, qui a été un peu le commis voyageur du groupe, hein, je crois qu'il aurait fallu dire cela, il n'y aurait peut-être pas eu d'école fantaisiste comme on en parle maintenant, s'il n'y avait pas eu Carco, qui a vraiment, de 1911 à 1913, couru les revues, couru les éditeurs en plaçant littéralement la marchandise. Hein. Vous le montrez très bien dans votre... Oui, et alors, une de ces étapes, c'est la rédaction par Carco d'un numéro spécial de la revue de Paul Fort, Vers et prose. Et, chose curieuse, alors que jusqu'alors Carco avait relativement réduit le groupe à ses amis, là au contraire il éclate, et il n'y a pas seulement ceux dont nous avons parlé, mais il y a André Salmon, il y a Mac Jacob, il y a Apollinaire, il y en a beaucoup d'autres qui apparaissent là. Et il s'est produit à ce moment-là un phénomène curieux, c'est que la plupart de ceux qui avaient été ainsi embrigadés ont protesté en disant, mais attention, la fantaisie, d'accord, le groupe fantaisiste, non. Et qu'est-ce que ça prouve, cela? Eh bien, ça prouve premièrement qu'il existait vraiment la cohérence d'un groupe, mais que deuxièmement, l'esprit qui se manifestait dans ce groupe dépassait le groupe lui-même. Et effectivement, je crois que c'est un des éléments de la modernité des années 10 et peut-être même 20. Et qu'il y aurait une espèce de prolongement, de faisceau, d'éclat de la poésie symboliste que l'on pourrait suivre à partir de 1914 et de 1920. Philippe Chabanex. La musique. Au cœur de la ville, ce calme, né de toutes les passions, berce mon front comme une palme entre les constellations. Et si le charme se prolonge, tout à coup la réalité elle-même devient un songe de paraître l'avoir été. Mercedes. Il suffit de te voir marcher dans le jardin d'automne, ô Mercedes, pour évoquer soudain l'élan des oliviers sur les collines vertes, les mandarines d'or, les grenades ouvertes, les treilles, les bassins, les terrasses, les cris des paons au petit jour et les rosiers fleuris. Cette postérité, Louis Forestier. C'est bien difficile à dire parce que la postérité, finalement, c'est nous. Toute proportion gardée. Non, je crois qu'il faut la chercher dans ce qui caractérise ces poètes fantaisistes. Une très grande attention au monde réel. D'un sens, ils sont des héritiers du réalisme, et de l'autre du romantisme par ce sentiment qu'il garde. Bernard Delvaille disait les petits romantiques, et je sais pour le connaître bien qu'il voulait dire par là quelques-uns des plus grands romantiques. Peut-être pensait-il... Je formerait à Bertrand. À Bertrand, nous pensions à Bertrand sans le dire. Voilà. Certains poèmes de Nerval. Et certains poèmes de Nerval. Et je me demande si ça n'est pas dans cette attention à la fois sensible et narquoise aux réalités quotidiennes qu'il faut chercher les héritiers des fantaisistes. Et j'avoue que, quitte à surprendre ou à choquer,
parmi les héritiers des fantaisistes, je mettrais un Jean Follin. Oui, bien sûr. Qui n'est pas un poète, non. mais... Si, c'est un grand poète. Oui, mais qu'on connaît davantage autrement. Comme ici, oui, mais enfin, c'est aussi du poème, enfin, parce que nous avons entendu des textes de Robert Lavessière qui sont des proses aussi. Mais bien sûr, c'est parce que la prose n'a pas été exclue par les fantaisistes que je pense à cette direction. Mais c'est une simple hypothèse. Je vous propose un très court texte de Léon Vérane. Léon Vérane est quelqu'un qui est un peu... Qui est peu connu. Oui, peu connu. Qui est peu connu. Dans les marges, en tout cas. Voici ce texte. Le diable au bar. Les alcools fleurissaient les verres à facettes, et le zinc lumineux semblait un reposoir. Je trouvais au patron une figure honnête. Un air de bœuf était derrière le comptoir. Les flacons arboraient d'étranges étiquettes. Une fille faisait ses lèvres au miroir. L'aveugle, sur le seuil d'une aigre clarinette, aggravait à dessein la descente du soir. Des marins qui n'étaient inscrits sur aucun rôle troquaient pour un peu d'or de maigres perroquets ou des singes pelés juchés sur leurs épaules, et les barques s'entrechoquaient le long des quais. Alors au ciel monta la lune lente et plate qui fait hurler en chœur les démons et les chiens, et le diable, vêtu d'un chandail écarlate, pénétra dans le bar et dénombra les siens. Bernard Delbain. Oui, il y a autre chose à dire, et c'est justement Léon Vérane qui m'y fait penser, parce que dans une critique récente à propos du livre de Michel Descoudin, c'est Léon Vérane qui a été choisi par de jeunes critiques d'un journal hebdomadaire que je ne citerai pas, comme le plus représentatif du groupe. Et Léon Vérane est celui qui a été, parce qu'il y a aussi vers cette époque, il y a une sorte d'anglophilie ou même d'anglomanie. Et Léon Vérane est le plus anglomane. Léon Vérane est celui qui écrit un livre intitulé Bar. Et il y avait chez Toulet aussi tout ce côté bar, n'est-ce pas? Et il y a là aussi une autre sorte de tradition un peu anglaise qu'on retrouve d'ailleurs dans un poème de Pellerin qui commence ainsi. En quel bar, mon ami Douglas, videz-vous une pinte? À qui, d'une voix de complainte, proposez-vous un glace? Il y a là une sorte de snobisme qui n'est pas du snobisme, qui est une sorte d'ironie, ou un snobisme à rebours, enfin, qui est tout à fait particulier aussi de ces poètes-là, et peut-être employer parfois des mots anglais. Et d'ailleurs, c'est dans la revue de John Middleton Murray, le mari de Kathleen Mansfield, qui s'appelait Rhythm, qu'apparut la première étude de Carco, je crois, sur l'école fantaisiste. Enfin, ils avaient aussi des rapports avec les Anglais. Enfin, tout ça est beaucoup plus ramifié qu'on ne peut le penser. Et d'ailleurs, Léon Vérane s'est intéressé dans la fin de sa vie, sauf erreur de ma part, à quelqu'un qui connaissait bien l'Angleterre et qui était aussi peut-être dans un précurseur de la tradition fantaisiste et un ami de Verlaine, c'est Germain Nouveau. Ah oui. Et il était le secrétaire de Stuart Merrill. Et de Stuart Merrill. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Alors, le rapport avec Paul-Jean Toulet nous apparaît de plus en plus évident, de toute façon, comme rapport direct. Et c'est vrai que Michel Descoudin, dans les poètes fantaisistes, mais bien sûr inclut, comme nous avons vu, Paul-Jean Toulet. Et donc, je propose qu'on écoute encore un poème. Dans Arles, où sont les aliscamps, quand l'ombre est rouge sous les roses éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses, lorsque tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd, et que se taisent les colombes. Parle tout bas si c'est d'amour au bord des tombes.
Toi qui fais rêver, ô brune si pâle de clair de lune, des heures blanches et lentes où les colombes lamentent, le jour efface la lune, les blondes se rient des brunes. Je t'ai 11 jours aimé, l'amour n'est-ce pas fumé? Je rappelle que Michel Descodins est aussi responsable d'une réédition en poésie Gallimard, c'est-à-dire au format de poche, des contre-rimes de Paul-Jean Toulet, qui est quand même vraiment un poète capital actuellement. Alors je voudrais, parce que nous arrivons à la fin de cette émission, que nous puissions un peu conclure, et conclure si possible positivement, comme j'aime bien faire, c'est un petit défaut. Les poètes fantaisistes aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'il est utile de les lire? Moi, je dirais oui, parce que ça nous débarrasse un peu de la façon qu'a la prose de s'imposer avec beaucoup de faste, et que cette sécheresse ou cette brièveté nous restitue à la véritable poésie. Bernard Delvin. Oui, puis je crois surtout que la fantaisie, qu'elle aille de Villon à Léon Vérane, c'est surtout une façon de voir la vie, c'est une façon d'être, et c'est un peu comme l'a dit un critique un peu oublié aujourd'hui, qui était Maurice Rapp, c'est de cueillir les roses en sachant qu'elles se fanent. Oui, Forestier. Mais je crois qu'en effet, c'est tout à fait cela, et je prends le bouquet au passage. Ce qui me paraît tout à fait positif dans cette école fantaisiste, c'est en effet le sens qu'elle nous donne de la vie, de la réalité des choses, et cette obligation qu'elle nous fait de regarder les choses avec un peu d'humour, un peu de recul. Alors Michel Descodins, le responsable. Oui, mais moi aussi, je dirais qu'il y a une actualité de ces poètes, et moi je la vois double. D'une part, dans cette sensibilité dont nous avons beaucoup parlé, dans ce sens critique qui s'exerce à l'égard de la vie du cœur, sans la réduire, sans vouloir la contraindre, d'une part, et d'autre part, ce sens très rigoureux de l'écriture. Il me semble que dans la poésie strictement contemporaine, enfin de ces années présentes, on peut déceler dans cette époque un retour à ce que nous appelons d'une façon très générale la forme, enfin à la rigueur du vers, à la rigueur de l'écriture. Disons même jusqu'aux contraintes. Aux contraintes même, et en ce sens, eh bien, les poètes fantaisistes se trouvent comme un exemple de gens qui ont su être rigoureux sans être formalistes. Alors je voudrais dire, pour conclure, puisque nous sommes à la fin de cette émission, qu'évidemment, cette anthologie présentée par Michel Descodins chez Segers, qui a pour titre Les poètes fantaisistes et qui regroupe quelques-uns de ces poètes que nous avons évoqués, je la conseille. Je conseille sa lecture à nos auditeurs parce qu'il me semble que c'est une excellente façon d'apprendre, surtout, à ne pas être dupe. C'est avec la première brise que mon cœur s'en est allé. Les lilas qui bordent l'allée ont à nouveau refleuri. Les sureaux et la viorne sur le ciel blanc bougent. Peut-être reverrai-je encore l'if noir, les buis verts, le houx, et retombant du mur qui croule, la glycine qui dénoue tout le flot de ces grappes pâles que je chéris d'un air morne. Ni les lilas, ni les sureaux, ni la viorne extravagante ne refleuriront de bientôt, mais qu'importe, siffle, chante. Les merles blottis dans le buis, la pie au bout de l'if, les grives étourdies qui piquent les fruits du houx s'envoleront vite. La glycine est morte, le mur s'est écroulé dans la broussaille, et toi, mon bel et tendre amour, voici que tu te réveilles. Un autre se dira, pourquoi suis-je donc parti loin d'elle? Il y pense à la chandelle, et dans son lit gèle de froid. Dans mon lit, je ne suis pas seul. Je sais bien, parbleu, pourquoi. Et cependant, que de fois je me prends à penser à elle. Francis Carco.
orgue de barbarie est venu jouer l'autre jour sous ma fenêtre dans la cour une ancienne chanson d'amour où pour que rien ne varie, amour rimait avec toujours. En écoutant cette romance qui me rappelait le passé, je crus que j'en avais assez, mais comme hélas pour